Et je subis aujourd'hui, et je le dis sans avoir froid aux yeux, un acharnement judiciaire et politique. Ceci dure depuis quelques années de ça. La question que je me pose, c'est pourquoi cet acharnement? Alors, cette affaire, c'est celle de mon client qui était directeur d'une école musulmane hors contrat, qui a subi effectivement un certain nombre d'acharnements de la part de différentes autorités. Cette école, elle a ouvert il y a quelques années, elle a commencé il y a 4 ans à avoir un certain nombre d'inspections, de contrôles de différentes autorités, administrations qui petit à petit avaient vocation à la faire fermer. Donc dans un premier temps, on lui a reproché d'avoir un enseignement qui n'était pas conforme. Ça a mené en décembre 2016 à la fermeture de l'école et la condamnation de son directeur à un certain nombre de peines, dont des peines d'emprisonnement, des peines d'interdiction de diriger et d'enseigner. Contrairement à ce que beaucoup de médias avancent et stipulent, ce n'est pas une école coranique. C'est un établissement d'enseignement de premier degré comme toutes les autres écoles. Cette nomination qui peut paraître péjorative d'école coranique est beaucoup utilisée pour faire peur aux citoyens français. C'est une école où on apprend les mathématiques, le français, l'histoire géo, l'éducation civique et morale, l'art plastique, le sport, toutes les matières que le socle commun impose, bien sûr, par le ministère de l'Éducation. Nous, ce qu'on veut, c'est des citoyens instruits, des citoyens qui connaissent leur société, qui connaissent leur pays, qui connaissent l'histoire de leur pays, qui connaissent le processus, je dirais, politique, social, administratif, pour pouvoir faire de ce citoyen un bon citoyen. Sauf que, il ne faut pas oublier que c'est un citoyen français de confession musulmane. C'est ça qu'il ne faut pas lui amputer parce que ces écoles confessionnelles ont le droit d'agir de la sorte en étant confessionnelles dans sa façon d'agir et de fonctionner, tout comme les juifs, tout comme les catholiques ou les protestants ou toute autre école qui a une certaine étiquette confessionnelle. En appel, nous avons déposé une QPC qui a été victorieuse. Nous avons traversé la chambre criminelle de la Cour de cassation, puis le Conseil constitutionnel qui a remis en cause le contrôle que l'éducation nationale opérait dans ce type d'établissement en instaurant de nouvelles règles, de nouveaux garde-fous qui n'existaient pas auparavant. Et malgré tous ces éléments, nous avons quelques jours après cette victoire devant le Conseil constitutionnel, le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, qui s'est exprimé sur BFM TV en indiquant que toutes les voies possibles seraient explorées afin de faire fermer cette école. Alors même que l'école actuelle n'est pas celle juridiquement qui a été visée par la décision de fermeture. C'est clairement une violation de la séparation des pouvoirs puisque nous avons un ministre de l'Éducation qui s'immisce d'affaires juridiques, donc des affaires juridiques deviennent politiques. Donc à ce moment-là, on est dans un climat qui n'est plus serein, on est face à une justice qui n'est plus sereine, des enquêteurs qui manifestement ne sont pas sereins, on a le parquet qui a choisi de faire mener cette nouvelle enquête par le même enquêteur qui était en charge de cette affaire depuis 4 ans, c'est-à-dire qu'une personne qui manifestement a un parti pris et qu'il a bien fait connaître à M. Raoui lors de sa garde à vue. Il y a eu effectivement cette garde à vue qui était, je pense, volontaire pour m'humilier, pour me mettre plus bas que terre. L'OPJ, quand on s'est rencontrés, pour lui dire simplement « je vais garder mon droit de silence », ce monsieur a insisté à poser la question. Dès le début de la garde à vue, le climat était planté. M. Raoui a clairement indiqué qu'il garderait le silence sur chacune des questions posées par l'enquêteur et lui a dit clairement qu'il ne se laisserait pas faire. Parce que cet enquêteur avait déjà auditionné M. Raoui, déjà auditionné son fils et ne s'était pas montré particulièrement tendre. M. Raoui lui a dès le début de la garde à vue notifié qu'il était effectivement dans le pays des droits de l'homme et qu'il n'avait pas vocation à se laisser faire dans le cadre de cette garde à vue et que ses droits seraient respectés.
D'ailleurs, on a à chaque fois fait rappel de la loi au policier qui a dû se justifier en disant « j'ai fait un peu de droit, j'ai été expert comptable stagiaire », comme pour invoquer effectivement quelques qualités qu'il aurait pour connaître le droit. Manifestement, il ne le connaissait pas. Donc on a M. Rahaoui qui a été malmené puisque pendant sa garde à vue, il a eu une situation médicale qui s'est détériorée. Clairement, il souffrait de maux de ventre atroces. Il a sollicité un médecin qu'il n'a pas obtenu. Je me pliais à cause de mon malaise, à cause de ma douleur. L'OPJ s'en fichait mais royalement et continuait à poser ses questions comme si rien n'était. Après la fin de l'interrogatoire, où bien sûr je gardais le silence, la situation s'est empirée. Il appelle le médecin qui ne vient pas. Je suis resté en train de vouloir vomir devant une poubelle qu'on m'a donnée. Prenez ça. C'est comme si, bon, faites votre... mais pas sur le sol. Un policier qui arrive, avec un ton extrêmement ferme, c'était le collègue de cet OPJ, dont le bureau était juste à côté. Il vous parle comme si vous étiez vraiment moisqueillant, comme un chien. Il vous fait déposer votre veste, vos lunettes, et vous amène presque, en vous insultant, à la cellule qui est juste à côté. Mais avec une indifférence, mais totale. Je pense qu'un chien, on aurait beaucoup fait pour pouvoir le soigner. Quelques minutes plus tard, une équipe de policiers arrive, ils étaient 3. Lève-toi. Je dis même pas un vouvoiement. Lève-toi. Les mains en arrière, on me menotte, je lui fais savoir, avec le malaise que j'ai un peu mal. Vas-y, avance, tu fais, pardonnez-moi, c'est pas mes termes, tu fais CHUR, avance. On te fait avancer. Je descends les escaliers et j'essaie de m'arrêter quelques secondes. Les insultes reprennent, la façon d'être brutale continue toujours. On te monte dans la voiture pour t'amener aux urgences. Ils parlaient entre eux en disant pourquoi il est là. Un des policiers lui dit c'est un prosélyte. C'est comme si le prosélytisme était un délit. Il voulait dire que c'est un prédicateur. J'arrive à l'hôpital, bien sûr, la façon d'être était toujours brutale sans oublier les insultes. Je voulais aller aux toilettes, je ne voulais pas. J'attendais pendant un moment en train de me plier pendant quasiment 2 heures. Pendant quasiment 2 heures. Menotté, allongé, comme si c'était un vulgaire assassin ou criminel qu'il ne fallait pas qu'il se sauve. Bien sûr, je n'oublierai pas cette humiliation, cette race, ces douleurs, ces insultes, et cette façon d'être avec vous sans aucun respect. Je ne pensais pas que la France pouvait arriver jusqu'à être plus bas que terre dans la façon d'être avec ses concitoyens. Je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver là. Parce qu'on veut juste se venger ou faire taire. À un moment donné, quand le médecin a donné l'autorisation que je quitte les lieux, un des 3 policiers me menotte et il me tire violemment pour me dire d'avancer. Je ne citerai pas les gros mots, les insultes. Ce n'est pas mon éducation. Bien sûr, pour me ramener au commissariat. Nous dénonçons un climat qui politiquement n'est pas serein, qui juridiquement n'est pas serein, judiciairement n'est pas serein, et manifestement ne l'était pas pour les enquêteurs. On est dans un cadre global, je le rappelle, avant cette garde à vue, où l'école a subi des contrôles de toutes les autorités, toutes les administrations possibles. Répression des fraudes, inspection du travail, police judiciaire, inspection académique, tous les contrôles possibles et imaginables ont été réservés à cette école, comme pour suivre les instructions du ministre de l'Éducation, qui quelques mois plus tôt indiquait que tout serait mis en œuvre pour trouver un moyen de fermer cette école. Et il a été évoqué la question de la loi Gatel. Cette loi, elle est venue répondre à une fenêtre juridique
que l'école a exploité. Parce que l'école a été visée par un jugement et a dû fermer, une nouvelle école avec une nouvelle direction, mais reprenant le même corps enseignant et les mêmes élèves, a réouvert en lieu et place. On a une loi qui a été mise en place spécifiquement pour empêcher que ce type de pratique qui a permis à l'école de réouvrir malgré ce jugement de fermeture ne puisse plus se produire. Le but fondamental par rapport à cet engagement qui est propre, ou qui m'est propre, c'est le fait d'aider ces jeunes qui aujourd'hui en France subissent ce qu'ils subissent. Je rappelle juste un chiffre qui n'est peut-être pas rose à signifier. 70% des incarcérés en France sont des musulmans. Aujourd'hui, je me suis engagé dans ce processus pour pouvoir les aider dans leur vie scolaire, professionnelle, sociale et civique. Je suis un ex-ingénieur d'études, j'ai un bac+8 et ce que j'aimerais, c'est de participer à cette réforme sociale de ces jeunes. Voilà le but principal que je me suis fixé depuis maintenant plus de 15 ans. Donc une fois que le policier a déroulé l'ensemble de ces questions, j'ai formulé des observations en lui indiquant que M. Raoui n'était plus président de cette association, puisque en réalité il était convoqué et placé en garde à vue en tant que président de l'association Al-Badr, sauf qu'il ne l'était plus. Et on lui a produit le courrier de démission, la preuve que ce courrier avait été adressé au procureur et la réponse du procureur in personam qui avait répondu à la correspondance de démission. Donc ce qu'on indiquait par là, c'est que le parquet était au courant de ce que M. Raoui n'était plus le président de cette association. Mais la garde à vue s'est tout de même poursuivie, bien sûr après que le policier prenne attache avec le parquet, mais le parquet a décidé de maintenir la garde à vue, nonobstant l'absence de qualité de président de M. Raoui. Il y a un acharnement qui est manifeste. Les questions ont été posées malgré l'état de santé, malgré la volonté qui était affirmée de ne pas répondre. On avait un policier qui clairement trouvait du plaisir à mettre Raoui dans cette position, un policier qui connaissait la situation. On estime qu'il y a un acharnement. L'OPJ, qui avait commencé l'interrogatoire le matin et l'après-midi, demande à son collègue de nous laisser 10 minutes dans le bureau. Il me dit, pour me faire comprendre, que ma façon de faire le matin ou l'après-midi, parce qu'il n'aime pas qu'on ne réponde pas. Or, c'est un droit. Moi, quand on ment MERDR, je le répète parce que moi, quand on ment, excusez-moi, je ne cite pas ce genre de mots, je ne savais pas ma bouche avec, l'OPJ me fait savoir que ce que tu as vécu, alors c'est moi qui l'ai demandé, c'est ce qui m'a fait comprendre, plutôt je dirais. Moi, quand on ment E2MERDER, moi aussi, Jean, je le regarde en face, les yeux dans les yeux, je comprends de lui, c'est que si tu as bien reçu ce que tu as reçu, c'est pour ma vengeance personnelle. C'est comme ça du moins qu'il me l'a fait comprendre. Nous ne laisserons pas ces faits impunis et nous apprécierons. Qu'il s'agisse du jugement, est-ce que nous solliciterons à ce qu'il ne se fasse pas à Toulouse ou pas, et sur le fait d'envisager des plaintes contre les enquêteurs concernant les violences qui ont été infligées à M. Raoui. Ma faute peut-être, c'est que je sois cet acteur qui essaie de vouer sa vie pour aider ces jeunes, là où beaucoup ont échoué. Je demanderai à mes concitoyens, à mes frères et à mes sœurs, de nous soutenir, de nous aider, de nous suivre. Il y aura effectivement 2 audiences, une en novembre et l'autre en janvier. Mais simplement, j'aimerais juste mettre le point sur la chose suivante. Tout ce qu'on veut, en France, c'est d'éduquer, d'instruire, de sauver nos enfants de la délinquance, de l'échec scolaire, de la criminalité. C'est tout ce qu'on recherche. Ma vie, et Dieu est témoin, je l'ai vouée pour ceci. J'ai laissé mon métier d'ingénieur, ça fait plus de 15 ans de ça, parce que dans cette société, si tu ne t'occupes pas de tes propres enfants, tu les perdras
dans la délinquance, dans la déviance, et on aurait été irresponsable en face d'eux dans cette société. Ce qu'on demande à ces politiques, à ces personnes qui s'acharnent contre nous, plutôt que de s'acharner contre nous, donnez-nous les moyens de vous aider, parce que les écoles privées hors contrat n'est que la continuité logique du service public. On est une aide pour la société. On est en fin de compte une aide pour toute la nation française. En tant qu'avocat, en tant que citoyen, je pense que nous ne pouvons pas laisser ce type d'affaires passer, pour plusieurs raisons. Sont en cause dans cette affaire le droit à l'enseignement, la liberté religieuse, la séparation des pouvoirs, puisque nous avons des ministres en fonction, des maires en fonction, qui prennent position sur une affaire juridique. On a effectivement la liberté de conscience qui est en cause, également l'égalité des citoyens devant la loi, puisque clairement on a une garde à vue qui a été disproportionnée, qui n'était pas nécessaire. Monsieur Raoui a connu un certain nombre d'affaires judiciaires concernant cette école depuis un certain nombre d'années. Son adresse n'a pas changé. Il a toujours déféré à toute convocation. Il aurait pu être reçu en audition libre, que les résultats auraient été les mêmes. Et cette garde à vue a été faite dans un contexte clairement de difficulté médicale. Alors lorsqu'on voit qu'un ancien président, fût-il ancien président, a la possibilité au soir de rentrer chez lui et de recommencer sa garde à vue le lendemain matin, et qu'un citoyen français malade est laissé pendant 2 heures en attente d'utiliser les toilettes, se tordant de douleur, on ne peut pas croire à l'égalité des citoyens devant la loi pénale. C'est ce que nous dénonçons. Donc chaque personne doit s'insurger de ce type de pratique, parce qu'il n'est pas en cause que les intérêts d'une école ou d'un individu, sont en cause finalement les libertés individuelles dans notre pays qui est la France. Pourtant, si je vous narrais cette histoire sans vous dire qu'on est en France, vous allez vous dire non, 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 il vit dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. Or, on rappelle, on est en France, pays des droits de l'homme. Et malheureusement, ces droits n'ont pas été respectés. Ma demande, d'une façon fraternelle, amicale et solennelle, c'est que je demande à tous mes concitoyens, mes frères et mes sœurs, de nous suivre, de nous soutenir jusqu'au bout. Sur notre page Facebook, vous verrez l'avancement de la situation. Il y aura 2 audiences, une le 19 novembre, l'autre le 29 janvier. Soutenez-nous, parce que ça peut arriver à n'importe qui parmi vous. Ne dites jamais que ça n'arrive qu'aux autres. Et partagez au maximum cette vidéo pour que les gens sachent, pour que l'opinion publique, nos concitoyens français de confession non musulmane et musulmane, peu importe la confession, c'est un combat pour la justice. Ce n'est pas un combat pour un homme, c'est un combat pour la justice. Parce qu'on veut avoir juste une paix, une vie de paix dans cette société, dans ce pays qu'on aime tant.